Bienvenue sur le monde du droit. Aujourd'hui, je reçois Jacques Demaison, associé au sein du cabinet Simon Associés, pour parler des opportunités offertes par la loi Macron au cabinet d'avocats. Jacques Demaison, bonjour. Bonjour. Quelles sont les opportunités offertes par la loi Macron au cabinet d'avocats? Vaste sujet. D'abord, la loi Macron ne doit pas faire peur. Au contraire, je crois qu'elle contient des opportunités et surtout axée sur un sujet qui nous paraît essentiel, c'est celui de l'interprofessionnalité ou de la pluriprofessionnalité. On choisit le terme. L'interprofessionnalité, on en parle depuis des années. Même la loi du 28 mars 2011 avait créé une certaine interprofessionnalité capitalistique et entre les experts comptables, les conseils en propriété industrielle, etc. Et les avocats, naturellement. Et cette loi a été aménagée, puisque la loi Macron a ouvert, puisque c'est une des caractéristiques de cette loi, elle a ouvert les sociétés d'exercice libéral à l'Europe, elle a ouvert aux professions judiciaires et juridiques, et là aussi, donc, elle a ouvert l'interprofessionnalité capitalistique aux experts comptables, 10 professions en règle générale. Quel est l'intérêt de l'interprofessionnalité capitalistique? Eh bien, c'est de pouvoir contrôler à partir d'une société holding, et certains confrères ont déjà mis en place là des sociétés d'avocats, des sociétés d'experts comptables, etc. C'est le premier intérêt de la loi Macron et c'est important. Le second, c'est une innovation réelle. C'est la société pluriprofessionnelle d'exercice. Qu'est-ce que c'est? Bien, c'est une société où vont cohabiter 9 professions. Dans la première, il y a les commissaires aux comptes, dans la seconde, il n'y a pas. Donc, il n'y a plus que 9 professions. Donc, les avocats au conseil, les experts comptables, les notaires, etc. Et ce sont des personnes qui vont travailler au sein d'une même structure. Alors, comment vont-ils faire? D'abord, cette société qui va détenir le capital et le droit de vote. Alors, il suffit que l'une des professions détienne, enfin, des professionnels appartenant à l'une des professions en question détiennent le capital et le droit de vote. Une profession peut être majoritaire dans ce type de structure. Par exemple, un expert comptable peut très bien tenir 99% du capital et peuvent se partager le 1% qui reste, enfin du capital et le droit de vote, j'entends. Un notaire, un avocat, un huissier, un conseil en propriété industrielle, etc. Donc il faut aménager ce texte, c'est-à-dire enfin aménager ce type de société de façon brute, ça pourrait faire peur. Parce qu'on peut dire, eh bien, une profession va contrôler complètement une société pluriprofessionnelle, exercera la profession de notaire, d'avocat, etc., alors qu'elle sera contrôlée par l'expert comptable. Je choisis à dessein cet exemple, puisque en fait c'est ce que tout le monde redoute. Alors on peut aménager effectivement les statuts d'une société. On peut très bien prévoir que les droits de vote, par exemple, seront aménagés à l'intérieur de cette société, de sorte qu'il y ait un équilibre entre les différents professionnels différentes professions qui seront exercées par cette société. Donc c'est tout à fait possible. Maintenant, il y a des problèmes qui se posent et que tout le monde se pose, c'est celui de l'indépendance, de la confidentialité, du secret professionnel. Alors, le décret du 5 mai 2017, donc qui est tout récent, a aménagé cela et donc laisse quand même une très large part à l'initiative des associés et les statuts de la société. Alors, effectivement, il faut veiller à ce que chacun respecte l'indépendance des autres. Je rajouterai moi, il faut veiller à ce que chacun intervienne dans son domaine d'intervention. La société pluriprofessionnelle d'exercice, ce n'est pas une société où un professionnel peut exercer toutes les professions. C'est une société dans laquelle plusieurs professionnels vont exercer leur profession dans une structure commune. Et c'est ça qu'il faut faire, et non pas laisser une profession prendre le contrôle de la totalité de la structure. C'est ce qui est à redouter. Mais on a les moyens de le faire, on peut aménager les statuts,
Il y a ce problème de déontologie. Chacun a sa déontologie, chacun est responsable devant ses instances professionnelles. Le secret professionnel. Alors, le secret professionnel, le législateur a prévu qu'il pourrait être partagé. C'est-à-dire que c'est le client qui va dire moi, je suis d'accord pour que monsieur Untel, qui est mon expert comptable, partage son secret professionnel avec monsieur Untel, qui est mon avocat, sur tel point particulier. Et puis, dans ce type de société, le client choisit les professionnels avec lesquels il veut travailler. Donc, je crois qu'il ne faut pas avoir peur de cette structure, simplement il faut être vigilant, et notamment sur cette question d'indépendance des secrets professionnels. Alors, ça a découlé, il découle, de cette société pluriprofessionnelle d'exercice, que, a priori, si un cabinet d'avocats, un cabinet d'experts comptables mettent leur clientèle en commun pour créer une société pluriprofessionnelle d'exercice, il y a des chances pour que ça ne marche pas. Pourquoi ? Tout simplement parce que les experts comptables pouvaient simplement loger, je dirais, dans cette structure, loger certains clients. Et tandis que les avocats pouvaient exercer uniquement au sein d'une seule structure. Donc ils étaient obligés, je dirais, de mettre tous leurs œufs dans le même panier, dans le panier de la pluriprofessionnalité, alors que les experts comptables pouvaient, eux, distinguer un certain nombre de clients. Or, le but de cette société était précisément de créer des structures pluriprofessionnelles destinées à traiter les affaires de certains clients. Pourquoi pas une branche d'activité? C'est comme ça que je le vois. Dans une branche d'activité, on va l'expert comptable, le notaire, etc. Prenons la grande distribution, par exemple. Il y a du travail pour l'expert comptable, pour le notaire, puisque pour tout ce qui est bâtiment, par exemple, tout l'immobilier. Il y a aussi, bien entendu, beaucoup de travail pour les avocats dans la distribution et notamment les contentieux. Bref. Donc, il fallait pour ça qu'on supprime l'unicité d'exercice pour les avocats. Puisque les avocats devant exercer au sein d'une même structure, il n'était pas possible qu'ils puissent aller dans une structure pluriprofessionnelle avec des gens qui n'étaient pas tenus de la même obligation. C'est pourquoi le décret du 29 juin 2016 a supprimé l'unicité d'exercice pour les avocats. Alors ça a soulevé évidemment des différentes réactions de la part des avocats, d'ailleurs, toujours. Ce qui est dommage, c'est que certains ont essayé de combattre les dispositions de ce décret parce que l'unicité d'exercice était effectivement gravée dans le marbre depuis toujours. Mais ça, c'est un énorme progrès. Ça découle, cette suppression d'unicité d'exercice découle précisément de la pluriprofessionnalité, mais ça va beaucoup plus loin, puisque dorénavant, un avocat peut exercer dans plusieurs cabinets d'avocats. Donc c'est tout à fait intéressant, parce que ça permet aux cabinets d'avocats de se développer sur des thèmes, par exemple. Donc c'est un progrès considérable. Alors, est-ce qu'il faut aller encore plus loin? Alors, aller plus loin, oui, certainement, parce qu'on a donné aux avocats des outils, avec cette loi, et puis les textes qui ont suivi, des outils pour se développer. Et c'est bien parce que, en plus, je pense que ces outils permettent aux avocats de changer de position de la défensive à l'offensive. Parce que ce qui est permis dans les sociétés d'avocats en France, c'est permis à l'extérieur aussi. Le problème, c'est que les avocats n'ont pas le moyen de financer leur développement. C'est uniquement par l'autofinancement, donc ça veut dire que c'est compliqué, et puis ça prend du temps, ou alors par des crédits, mais c'est pas toujours évident, encore que les crédits sont pas trop chers en ce moment, mais il y a évidemment les crédits les moins chers, ce sont les crédits qui sont apportés par des actionnaires. C'est pourquoi je pense que la prochaine étape, à mon avis, et celle qui serait souhaitable, c'est qu'il y ait une quote-part
de capitaux extérieurs qui puissent aider au financement des cabinets d'avocats. Ça existe dans d'autres professions. Ça serait dommage de ne pas le faire. On n'y perdra pas notre âme. On peut même, pourquoi pas, imaginer une structure adaptée qui serait par exemple inspirée de la société en commandite, avec des commandités qui seraient les professionnels libéraux, et puis les commanditaires qui seraient plus des financiers, avec un mur de feu, comme on dit en anglais, entre les deux, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'interférence, que le secret professionnel, la confidentialité, l'indépendance soient totalement préservés. Je pense que c'est dans cette direction qu'il faut aller. Je sais que, je fais partie de la commission du statut professionnel de l'avocat au Conseil national des barreaux. C'est une réflexion que nous avons depuis plusieurs années et ça serait une bonne prochaine étape dans le développement des cabinets d'avocats. Jacques Demaison, merci. Merci beaucoup.